Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict. Aujourd'hui pour une nouvelle interview avec un invité spécial pour nous puisque on a commencé un petit peu en même temps que lui. Il s'agit de Buffalo. Alors pour faire simple, puisque Buffalo tu compléteras par la suite, tu es DJ mais pas n'importe où puisque tu te produis uniquement dans le métaverse et notamment dans Decentraland. C'est ça. Bonjour, merci de m'accueillir. Et effectivement, on a commencé cette aventure dans le Web3 et précisément dans le métaverse un peu en même temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'exerce majoritairement dans le métaverse. J'ai aussi des dates en réel qui sont principalement liées au Web3. Ça va être des conventions, des festivals ou des after-parties liés à justement des conventions. J'ai eu la chance aussi de pouvoir performer à distance pour des grosses conventions comme NFT New York, par exemple, ou Art Basel à Miami. C'était justement l'année dernière. Donc, le métaverse aide beaucoup là-dedans parce que justement, quand on n'a pas forcément l'opportunité professionnelle ou financière de pouvoir joindre ce genre de conférences-là, bah, on Mm. peut quand même s'y produire. Et là, pour le coup, on était vraiment sur un événement où j'avais une piste de 100 personnes en réel à Miami qui dansaient vraiment face à un écran géant où j'étais projeté. Donc, on était vraiment sur un bridge total entre la réalité et le métaverse. Donc, j'essaie, si tu veux, d'avoir cette casquette un petit peu d'aider à démocratiser ces espaces au travers d'événements virtuels, bien entendu, qui sont les trois quarts de mon activité, et aussi au travers d'événements réels que j'essaye de bridger au maximum, de réaliser un pont entre ces événements-là et la réalité, on va dire. Alors justement, comme on a pu te voir récemment au paris.com lors d'un event. Tu peux également faire des concerts IRL. Et puis derrière, ils sont transmis en simultané donc dans Decentraland. Est-ce que tu as un espace rien qu'à toi dans Decentraland ou bien tu navigues d'espace de fête en espace de fête? Bah en fait, aujourd'hui, les deux. J'ai eu la chance au mois d'octobre dernier de pouvoir ouvrir mon saloon dans Decentraland, où depuis, en fait, j'essaye de me comporter comme quand j'étais directeur artistique d'un club dans la réalité ou même résident et que je veillais à la programmation de mon club. J'essaye vraiment d'apporter une direction artistique où je vais avoir une trame principale qui va être la ligne directrice du Far West, de Futuristic Western, mais je vais aussi essayer de développer toutes les initiatives artistiques qui peuvent vraiment coller autour, que ce soit par des acteurs qui sont dans le métaverse ou des gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont jamais entendu parler même parfois de Decentraland. Je pourrais te citer des exemples divers et variés, comme des cours de line dance, de country qu'on a pu donner il y a quelques mois. La semaine dernière, on donnait des cours de belly dance, donc de danse du ventre. On a eu aussi des concepts avec des DJ d'Ibiza qui sont venus directement pour faire ce qu'on a appelé la Ibiza Takeover. On a eu un concept qui s'appelait Wild Wild Europa, où on montrait toute la vie d'un cowboy, du ranch, du fait de traire les animaux jusqu'à ranger le foin, ou toutes ces choses-là dans le salon. Donc, c'est vraiment une histoire de démocratiser vraiment l'activité et de populariser aussi l'activité un petit peu autour du Far West, et pas seulement au niveau de ma musique, puisque j'ai la chance de faire beaucoup de performances, donc maintenant les gens me connaissent bien sur des Decentraland, mais maintenant plutôt de se servir de cette petite lumière-là pour pouvoir mettre en valeur aussi d'autres personnes et de pouvoir leur faire faire un peu le même parcours que j'ai eu moi il y a 2 ans et demi, à savoir faire leur premier pas, commencer à comprendre un peu la technologie, la puissance du social qu'on peut avoir justement dans des Decentraland, de comprendre aussi le principe des wearables. Je vois que tu es sur la page par exemple là. Comme tu peux le voir, il y en a eu un bon paquet depuis la dernière fois qui sont Oui. sortis. Et c'est là où on entre vraiment dans une phase qui est incroyablement importante, la phase du fan, du super fan, où on va pouvoir vraiment apporter de la valeur à notre communauté, de la valeur qui va être parfois inestimable, parfois super exclusive pour beaucoup de personnes, et qui, au-delà en fait de venir voir un artiste et de venir voir un show dans la musique, vont aussi pouvoir se reconnaître au travers d'items qu'ils vont pouvoir porter. Et ces items-là, ça c'est les items que j'ai moi dans mon wallet. Là, par exemple, c'est un super cas de figure, tu vois, parce que j'ai fait un post sur ça il y a 30 minutes. Le tout premier item que tu vois là, c'est un ami qui s'appelle Meta Tiger, qui a fait cet item pour célébrer la fête nationale de la Suisse, qui est aujourd'hui, et qui a offert ça à absolument tout le monde avec une grosse cloche. Tu vois. Et ça offre quand même une dimension intéressante en termes ne serait-ce qu'en termes de marketing pur et dur, mais surtout en termes de création et de construction de communauté. On a la chance d'être la plus grosse aujourd'hui communauté, on va dire, au monde pour l'instant, où
on a autant de personnes qui vont porter nos wearables, qui vont pouvoir faire vraiment une vraie représentation en fait d'une communauté d'enthousiastes par rapport à une technologie et aussi par rapport à un style de musique, par rapport à un art. Et tous les wearables justement que tu montrais dans la première partie sont le testament de ça. On voit vraiment une bande de personnes. Si tu descends un petit peu sur ma timeline, là, tu vas voir, il y a quelques jours, tu vas pouvoir voir genre une pléthore de masques Buffalo. Sur la timeline de Twitter, par exemple, tu verras des photos de soirée directement depuis le saloon sur mon compte où tu étais. Et tu auras justement, là par exemple, la semaine dernière, on a fait une soirée qui s'appelait Western Spaghetti et on vous montre en fait des anciens films cow-boy un petit peu, on va dire, dans le domaine public, ce qui est tombé dans le domaine public. Et pour joindre ça, pour faire le petit jeu de mots avec les spaghetti western de l'époque, qui étaient les films italiens, on a fait une grosse assiette de spaghettis qu'on a offert à absolument tout le monde. Si jamais tu descends un peu plus bas, tu vas la voir. Où là, tu vois, il y a une quarantaine de personnes qui sont tous là avec leurs assiettes dans le métaverse en train de regarder un film. Et surtout, en fait, et avant tout, de vivre un très bon moment social avec leurs amis. Ça, c'était la soirée Belly Dance, où là, ils étaient tous en train d'apprendre justement les mouvements de la prof que tu vas voir à l'écran, qui est ici. Donc, ils sont tous là, en fait, avec leur avatar, mais aussi en réel. Tu descends, je crois, un ou deux tweets en dessous ou au-dessus, tu vas voir un mec qui s'appelle Lens, je crois, voilà, juste ici, Las, exactement, qui était pendant le show, en fait, et qui était en train d'essayer de faire les mouvements dans le saloon. Et c'est ça, en fait, aussi le but de ces initiatives-là, c'est de pouvoir montrer qu'il y a que la digitalisation aujourd'hui de ce genre d'événement peut aussi apporter du fun et du social en direct aux gens et bel et bien en réel, tu vois, en plus du contenu qu'on apporte. Donc, il y a un impact direct en fait entre le réel et le virtuel. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et on voit que ça prend en fait un petit peu par rapport aux soirées. C'est vrai que ça continue et je vois que ça marche. c'est ça, en fait. C'est un aspect Et, de jeu vidéo, mais c'est bien plus fort que ça quand tu regardes au fond, quand tu passes l'aspect graphique, quand tu passes toutes ces choses-là. C'est une communauté de personnes qui tend à grossir de jour en jour et qui se réunit vraiment autour de valeurs qui leur correspondent. Je pourrais parler de mon projet comme je pourrais parler de bien d'autres projets dans Decentraland où il y a exactement ce même phénomène de communauté, dont moi aussi, par exemple, je peux faire partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais avoir la communauté des outlaws, des cowboys du métaverse, mais il y a aussi plusieurs autres grosses on va dire, communautés qui sont représentées, comme Babydoll, par exemple, qui est un bâtiment justement géré par quatre ou cinq femmes qui sont vraiment pour empowerer justement le travail des femmes, la réussite des femmes, et qui va faire énormément d'événements tournés autour de ça, qui va avoir énormément d'artistes qui vont essayer de promouvoir, comme par exemple des DJs, quand il y a beaucoup de DJ sur le terrain. Donc, et à ce moment-là, toute la communauté des cowboys vont aussi pouvoir se changer, mettre les items aux couleurs de Babydoll, aux couleurs de leur justement établissement, de ce qu'ils représentent. Et c'est ça en fait qui est formidable, c'est que c'est une nouvelle manière de pouvoir supporter des causes, des artistes, des initiatives et voire même de l'éducation ou des choses comme ça. Dans Decentraland, j'ai déjà vu des cours qui ont été donnés parce qu'il y avait des salles de cours en Australie qui étaient en travaux. Donc il y a quand même pas mal de belles grosses initiatives comme ça qui voient le jour aujourd'hui. Ouais. et donc pour rappeler, n'importe quelle personne qui te rejoint dans Decentraland peut facilement avoir une conversation avec toi et établir un lien et tout simplement discuter avec toi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est ça que j'aime bien aussi entre. C'est facile en fait de joindre les personnes grâce à ce Web 3. Je trouve que c'est assez simple. C'est extrêmement, extrêmement simple. Et ça l'est d'autant plus aujourd'hui où on est dans un bear market où il y a eu beaucoup de personnes qui s'y sont désintéressées pour l'instant. C'est en train de revenir. Mais qui, du coup, ne laissent que dans cet espace que les personnes qui sont vraiment intéressées pour builder, pour construire et pour faire de belles choses de cet univers-là. Donc, ça permet de rencontrer aussi les bonnes personnes qui sont là aujourd'hui parce qu'elles croient vraiment en cette technologie et en ces façons de faire, tu sais, en ces espaces-là, on va dire. Et Decentraland détient sa crypto-monnaie. Du coup, n'importe qui peut venir quand même discuter avec toi sans acheter la crypto-monnaie, juste en se créant un wallet et en venant découvrir ta salle. Bien sûr. En fait, le Mana, c'est un token, si tu veux, où tu vas pouvoir acheter tous les wearables de Decentraland, qui sont vendus en Mana. Tu vas pouvoir acheter des lands
sur Decentraland, mais l'accès à Decentraland est totalement gratuit. Tu peux même t'y connecter sans wallet. Tu auras juste une expérience d'invité, de guest. Quand on parle d'expérience d'invité, ça veut dire que si moi, demain, j'ai envie de t'envoyer, par exemple, le chapeau de cow-boy que tu vois ou le bandana que tu vois sur la photo de profil que j'ai, je ne pourrai pas, parce que tu n'auras pas de wallet, donc tu n'auras pas de réceptacle, en gros, pour recevoir ce cadeau. Mais hormis ça, tu pourrais même t'y connecter sans avoir de portefeuille crypto-monnaie. Donc oui, c'est complètement free. Tu vas avoir quelques rares events qui vont être ce qu'on appelle token gated, donc qui vont être justement limités seulement à des personnes qui vont avoir certains NFT ou certaines cryptos dans leur wallet, mais 99% de Decentraland est complètement gratuit d'accès. Et au niveau tu parlais un petit peu de la technologie, au niveau de l'accessibilité, alors je ne sais pas si ça se trouve, tu ne sais pas trop, mais est-ce que tu sais si les utilisateurs, ils sont plutôt sur leurs ordinateurs ou tu as plutôt des utilisateurs qui ont le casque VR, etc. Je pose cette question par rapport aux différents cours de danse là qu'on a pu voir sur Twitter ou dont tu as pu nous parler tout à l'heure. Alors, par rapport au casque VR, il y a eu quelques rares exemples de compatibilité pour l'instant où on va dire d'une grossière manière qu'ils sont en train de faire le pont. C'est en train de venir petit à petit. C'est à mon avis, et là c'est sûr que ça dépasse le domaine que moi je vais pouvoir connaître et dont je vais pouvoir parler, mais c'est un travail qui doit être très complexe de pouvoir lier la VR avec un métaverse qui est, comme on l'appelle, blockchain intégré, puisque tout ce qui se passe, toutes les actions qui sont générées déclenchent des transactions, déclenchent des choses qui opèrent automatiquement avec des smart contracts, etc. La VR a toujours été faite de sorte à ce que ça soit de la VR, à ce que ça soit en tant que tel. Donc, il y a un gros travail à faire qu'ils sont en train de faire. Il y a eu quelques premiers résultats qui sont vraiment prometteurs. On peut voir certaines personnes justement aller dans des soirées avec des casques VR et s'amuser avec. Ça va arriver. Quand ça va arriver, à mon avis, ça va être un très gros push vers la démocratisation parce que ça ajoutera une dimension de réalité qui sera phénoménale. Ça ne sera peut-être pas la finalité de la chose, ça c'est sûr. Il y aura peut-être encore d'autres étapes avant qu'on ait vraiment une sensation totale de réalité. Mais en tout cas, ça sera un premier pas qui nous éloignera peut-être un petit peu de l'écran pour nous immerger un petit peu plus là-dedans, je pense. Et je reviens également sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu as parlé un petit peu du fait que tu gérais ton espace de Decentraland comme tu gérais, il fut un temps, un club quand tu étais dans de la direction artistique. Et du coup, on en vient à ton parcours et surtout à comment on devient Buffalo dans Decentraland. Quel est le cheminement qui t'a amené au personnage public Buffalo? Bah écoute, le cheminement, il a été un peu particulier. J'arrivais déjà d'une petite carrière de DJ, producteur, où je faisais beaucoup de musique électronique, on va dire énervée, de la house, de la bass house, de la trap, de la dubstep, ce genre de choses. Et arrivé en 2017, j'ai commencé à me sentir un peu ennuyé de faire ça. J'en avais un peu ras-le-bol. J'avais l'impression que je tournais en rond, que ça évoluait pas forcément, et j'avais envie d'avoir un truc un peu plus fédérateur. Un truc comme on peut dire 7-77 ans qui pouvait plaire un petit peu à plusieurs tranches d'âge, plusieurs catégories, qui pouvaient être tombées dans le temps et pouvoir s'écouter sur plusieurs mois, plusieurs années et se dire c'est quand même quelque chose de cool et ça périt peu ou ce genre de truc-là. Et puis, j'ai commencé à chercher on va dire une bannière, une couleur musicale qui me ressemblait. J'ai tout simplement été puisé là où j'ai grandi, dans le rock, dans la folk, dans le blues. Pas forcément dans la country pure et dure, ça c'est sûr, mais en tout cas énormément dans le rock, dans le blues et dans la folk au final. Donc ça n'a pas été très difficile pour moi après de pouvoir construire cet univers. Musicalement, en 5 ans, depuis 2018, j'ai produit plus de 400 mashups et remixes où j'ai absolument tapé dans tous les artistes, tous les registres, où j'ai été tout retouché pour mélanger ça avec de la musique électronique pour réimplanter ça, on va dire, dans la culture club et discothèque et festival, etc. C'est beaucoup de travail et ça fait à peu près 10 heures de musique qui s'appellent donc futuristic western music au final, qui sont départagés en 3 genres bien distincts, on va dire. Tu vas avoir futuristic western chill, qui va être un genre de musique électronique plutôt calme, qui va s'apparenter à des morceaux aussi de rock, de folk, de blues, qui vont être aussi plutôt calmes, comme des choses avec Bob Dylan, par exemple, avec Bill Withers, il peut y avoir vraiment plusieurs références comme ça. Tu vas avoir des trucs beaucoup plus club, qui va être futuristic western club, où là, c'est 4-5 heures de DJ set, où on est sur absolument tout ce qui a pu se danser dans les années 50, 60, 70, 80, 90, du swing au rock, au twist, absolument tout ce que tu veux, il y a tout le monde qui y passe.
Et je vais aussi avoir, du coup, un petit peu en souvenir par rapport à ce que je faisais avant, un DJ set futuristique Western Club, qui va être 2 heures de musique électronique plus dubstep trap, avec toujours des repères des années 50, 60, 70, etc. Donc j'ai la chance, en fait, de pouvoir proposer et de pouvoir m'établir sur plusieurs créneaux musicaux dans la musique électronique. Et en ce qui concerne le parcours, ça a été plutôt direct dans le sens où de 2018 à 2020, j'ai beaucoup créé, beaucoup travaillé la musique et le produit pour arriver à le proposer à des labels qui étaient susceptibles de vraiment le travailler et d'en faire quelque chose. J'ai réussi à accéder à ces labels-là en 2020, précisément dans la semaine où le Covid tombait et où on allait avoir les premiers confinements. Ces labels m'ont donc dit on se donne rendez-vous plus tard, puisque ça va être compliqué aujourd'hui de développer un artiste quand il y a eu moins 40% sur les sites de streaming, qu'il y a plus grand monde qui écoute la musique, etc., etc. Donc j'ai continué un petit peu, on va dire, de mon côté à travailler mon produit jusqu'à ce que j'arrive dans le Web3, ou plutôt je retrouve le Web3, puisque j'étais dans la crypto-monnaie depuis 2017. Et à ce moment-là va arriver très vite l'appétence avec et l'intérêt pour les NFT, où je vais commencer à sortir plusieurs petites collections par-ci par-là, plusieurs petits titres pour voir un petit peu ce que ça donne, faire des tests, m'associer à certaines plateformes qui vont aussi pouvoir m'aiguiller un petit peu sur comment faire les choses et quoi faire, quoi pas faire, histoire d'avancer d'une manière respectueuse. Et je vais surtout très vite, du coup, forcément, rencontrer la plateforme Decentraland et m'y connecter pour faire mes premières expériences dedans, à savoir assister à une soirée dubstep qui était dans un club romain avec une trentaine de personnes. Et c'est là que j'ai compris en fait la force de pouvoir avoir une communauté autour d'une thématique de soirée et où j'ai très vite lié ce genre de fort sentiment avec ce qu'on pouvait avoir dans les jeux comme World of Warcraft ou Dofus, ou des jeux où on va pouvoir retrouver une communauté, où il va y avoir un but commun. Ce but commun, ça va être de tuer un monstre, d'aller détruire l'équipe adverse ou des trucs comme ça. Et ben là, le but commun, c'est juste de se retrouver, de danser, et exactement la même chose que dans la réalité, sauf qu'on le digitalise. Et j'ai pas trouvé ça déconnant, j'ai même trouvé ça très sérieux. J'ai vu qu'après, il y avait des expériences de jeu qu'on pouvait jouer, qu'on pouvait justement gagner des items, des wearables, des vêtements justement qu'on pouvait vraiment posséder digitaux. Et tout ça, ça m'a plu. J'y ai vu des perspectives de création énormes. En tant que créateur et DJ producteur, je pouvais représenter Futuristic Western d'une bien plus grande manière que juste avec de la musique, ce qui était déjà un gros taf, mais je pouvais faire des chapeaux de cow-boy, je pouvais faire des trench coats, je pouvais faire des colts avec des bandanas, je pouvais faire des emotes aussi, des emotes qui me permettent d'avoir des danses cow-boy avec les avatars, tout un univers en fait, où les gens vont pouvoir représenter ce qu'ils aiment de leur façon, faire leur combo avec leur item favori, etc. Et j'ai jumpé là-dedans. J'ai jumpé là-dedans en appelant Radio FG, en leur proposant le concept du Metaverse Tour, que Magali, du coup, tu as découvert l'année dernière quand on l'a lancé, en 2022, fin 2021, début 2022, qui était du coup le concept de faire 5 dates dans les plus gros clubs de Decentraland de l'époque pour pouvoir démocratiser Decentraland, pour pouvoir parler justement de l'initiative du Metaverse, de ce que c'est, à la radio, ne serait-ce que pour que les gens qui écoutaient mes DJ sets puissent entendre que j'étais en live depuis Metaverse, qu'il se passait quelque chose avec le Web3 dans Decentraland. Et cette tournée, à partir de décembre 2021, au final, ne s'est jamais arrêtée, puisque j'ai continué de faire beaucoup de dates. J'ai fait beaucoup de grosses activations, comme par exemple Doritos dans Decentraland, 20 minutes, Forbes. Il y a eu aussi le navigateur Brave. Il y a eu beaucoup de marques qui nous ont fait confiance, intermédiaires et grandes comme celle que je viens de citer, pour assurer l'entertainment, la musique bien évidemment et la promotion de leur marque. Et du coup aujourd'hui, ça se passe quand même plutôt bien, malgré, tout en gardant les pieds sur terre, le bear market qui a quand même bien freiné les choses et qui fait que c'est plus comme en janvier, février, mars 2022, comme il y a un an en gros. On a quand même cette chance aujourd'hui d'être employé, d'avoir des événements, des gens qui nous font confiance, une communauté qui nous consomme vraiment, c'est-à-dire qui va vraiment suivre ce qu'on fait. On a réussi à bâtir ça en 2 ans et c'est grâce à cet outil. C'est probablement grâce à ce qu'on propose, mais très certainement grâce à l'outil qui nous facilite la tâche. Si je fais une bête comparaison avec des wearables et des t-shirts, il m'aurait fallu probablement 2 ans de tournée réelle en allant absolument partout dans plein de clubs pour pouvoir fédérer une communauté comme ça qui aurait porté tous mes t-shirts
Sauf que pour pouvoir les réunir, ces personnes-là, il aurait fallu que je leur paye des billets de train ou ça aurait été très, très difficile d'avoir vraiment toute cette communauté, alors que là, c'est sur l'instant T. Et c'est partout dans le monde. C'est des gens qui sont en Asie, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont. On est vraiment dans un melting pot global de personnes qui sont juste reliées autour d'une idée et autour d'un concept. Et voilà en gros ce qu'est le projet Buffalo, ce qui est Futuristic Western. C'est je pense, une communauté de worldwide personnes qui vont être tournées autour de l'art des cow-boys dans le futur et des cyber outlaws, on va dire, dans la définition physique, et musicalement, des nostalgiques forcément du passé, des années 50, 60, 70, 80, et aussi des amateurs de musique électronique. Je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit sur le beer market. Alors pour moi, il y a le beer market d'un côté et il y a la zone d'ombre dans laquelle est le métaverse en ce moment, dans le sens où on le voit, si je vais objectivement sur les Google Trends en ce moment, par exemple, le métaverse intéresse moins. Est-ce que toi, dans Decentraland, tu as eu ce ressenti également ou pas? Je pense, j'ai peut-être un avis sur la question. Je te laisse répondre, pardon. Alors oui, j'ai ressenti cette baisse, comme absolument partout, parce qu'il y a moins de monde aux événements qu'avant. Ça, c'est une évidence. Par contre, entre Decentraland, OnCyber, Hyperfy, Spatial, depuis l'époque où il y avait bien plus de monde sur une seule plateforme, il y a eu bien plus de plateformes qui sont développées avec bien plus d'outils et bien plus d'enthousiastes qui sont arrivés. Je vais répondre de manière archi complète avec la phrase que j'ai utilisée il y a 5 minutes. Ceux qui restent aujourd'hui, c'est les meilleurs. Et c'est pour ça que ça ne rend absolument pas inquiet. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont partis sont probablement des gens qui sont partis pour diverses raisons, pour des raisons qui peuvent être personnelles, pour des raisons qui peuvent être aussi par rapport à l'appât du gain. On ne va pas se mentir, cet espace-là il a attiré aussi beaucoup de gens qui étaient là pour générer des profits et qui, du coup, quand ils ont vu que les profits n'arrivaient pas au peu et que c'était plus des choses sur du long terme et de la vraie construction qu'il fallait faire, bah, c'était peut-être des choses qui les intéressaient moins à court terme parce qu'ils n'étaient pas dans cette recherche-là, quelque chose que je peux respecter. Il y a énormément de causes qui peuvent expliquer cette baisse d'activité, mais il y a eu aussi de l'entrant, et ces entrants-là, c'est ça qui est vraiment intéressant à noter, ne sont pas partis. Ces entrants qui sont arrivés pendant le bear market sont arrivés au creux de la vague et ne font que surfer ce creux de la vague et s'en contentent pleinement et adorent ça. Donc, j'ai hâte qu'ils puissent voir justement ce que c'est qu'une période de bull market sur ce genre de plateforme-là, parce que c'est quand même multiplié par 10, voire 100 en termes d'influence. Donc, c'est quand même quelque chose de cool. On passe de 30, 40, 50 personnes actuellement aux events à 100, 200, 300, 400, 500. Quand toi, par exemple, tu avais couvert le Metaverse Tour, on était sur du 1000, 1500 personnes, sur des 200, 300 personnes par serveur. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas pareil. Mais je vois ça comme une période d'hiver et d'été sur une station balnéaire. Les gens vivent quand même et ça rayonne quand même l'été. Tu vois. On est en plein dedans. Mais oui, c'est ça. C'est le calme pour préparer la saison. C'est ça. Et puis il y a un vrai parallèle à faire avec l'été, en fait. Même moi, tu vois, en tant qu'artiste qui me produit énormément dans DCL, bah, je vais prendre un peu de recul, je vais prendre un peu de temps pour moi. La peau qui est blanche toute l'année parce que je suis dans un studio, bah, elle va bronzer un petit peu. Et je vais essayer de prendre un peu le soin de moi aussi, un petit peu, profiter de ces chaleurs de l'été. C'est le cas d'énormément de monde. On ne va pas leur jeter la pierre sur ça, c'est parfaitement normal. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Je pense qu'aujourd'hui, on voit ces fragilités-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le consomment. Demain, quand tu as des millions de personnes qui consomment ce genre de choses-là, et j'ai aucun doute sur le fait que ça viendra, on n'en parlera même plus. On verra toujours ces baisses parce qu'elles seront naturelles, mais on n'en parlera probablement plus. Et du coup, qu'est-ce que tu prépares Ah, pardon, peut-être qu'Antoine avait une question. Je t'en prie. Non, je t'en prie. Bah, vas-y, parce que j'allais passer sur une autre partie de l'interview. Moi, je voulais rebondir sur l'aspect communauté tout à l'heure que tu as évoqué et par rapport aux marques aussi. Des félicitations quand même, tu as cité des grands noms. Je trouvais que ça faisait une pub et sur la communauté aussi, ça permettait de toucher une communauté virtuelle et physique lors d'un event. Et je trouvais que c'était pas mal parce que ça doublait votre exposition et tout le monde, c'était gagnant-gagnant. Et quand on y réfléchit, c'est pas mal. J'ai apprécié en fait cette initiative. Il n'y avait pas ça avant. Du coup, quand j'y réfléchis, ouais, c'est cool. Bah, c'est ça en fait.
Si par exemple on prend le cas de Paris.com, ce soir-là, Paris.com a été exposé dans Decentraland auprès d'une communauté qui est venue pour jouer à des jeux qui étaient prévus à cet effet, qui sont venus assister à mon set et qui ont découvert aussi forcément cette conférence sur Polkadot, basée sur Polkadot. Le lieu, potentiellement aussi, l'Institut du monde arabe, que potentiellement un mec au fin fond du Kentucky ne connaît absolument pas et ne connaîtra jamais de sa vie s'il s'y intéresse pas ou s'il vient pas à Paris. Et de l'autre côté, j'étais habillé de la tête aux pieds en Decentral Game, l'établissement justement où on streamait le show de Polka de Paris.com. Donc ça faisait aussi une belle visibilité pour Decentral Games qui, eux, viennent du métaverse, sont une brand qui est vraiment legit et qui est une entreprise très sérieuse qui opère dans Decentraland depuis déjà quelques années. Ça, c'est du win-win pour tout le monde et on va dire les 200-300 personnes qui étaient à Paris.com ce soir-là ont probablement vu passer le logo, se sont peut-être pour certains d'entre eux renseignés par rapport à ce que c'était, et vice-versa pour ceux qui étaient dans le métaverse. Tout à fait. C'est ça que je trouve fantastique en fait, et je vois l'utilité, en tout cas, je trouve à mes yeux, moi qui étais, j'ai vraiment passé déjà un bon moment, et c'est vrai que pouvoir revoir la diffusion, c'est quand même sympa sur Decentraland de cette soirée. Bah ouais, c'est cool, tu vois, ça te permet de pouvoir chiller depuis chez toi et de pouvoir quand même bénéficier d'une performance artistique. En fait, je trouve que c'est, même si ça restera toujours très important pour moi d'avoir des shows physiques, de me produire en réel face à une audience, de ressentir cette énergie-là, je trouve que c'est une folie de se dire qu'il ne peut y avoir que ce moyen aujourd'hui, avec la technologie qu'on a. C'est ça le truc. Et je rebondirais, donc, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui sont déjà dans la musique comme toi, DJ, mais qui n'y connaissent pas grand-chose à la crypto, mais qui se renseignent de plus en plus? Est-ce que tu as quelques conseils, recommandations, hein, évidemment, pas de conseils en financement, mais est-ce que tu as des recommandations, en tout cas, sur comment repérer comme Decentraland, on va dire, où aller, comment faire ses devoirs? Je dirais qu'il faut exactement se comporter comme dans la vie réelle, à savoir présenter de l'intérêt pour les choses et laisser les choses se faire tout en forçant le destin aussi. Si demain, par exemple, j'étais un DJ, j'arrivais dans une ville que je ne connais absolument pas, une grande ville, je sais pas, moi demain je me pointe à je sais pas, Bordeaux par exemple, je commencerai à repérer les clubs, les bars, je commencerai à sortir, je commencerai à parler, je commencerai à me faire un groupe, je commencerai à me présenter quand ça fait 4, 5, 6 fois que je vais dans le même club, à sympathiser avec le staff. Petit à petit, j'irai essayer de sympathiser avec le DJ, je commencerai à me présenter de manière artistique aussi, lui montrer qui je suis, jusqu'à ce que ça débouche potentiellement sur soit un partage de platine à un moment donné, où je vais pouvoir faire mes premières preuves et peut-être une vidéo qui pourra m'aider ou quoi aux caisses, ou bien potentiellement juste lui par amitié qui va me rediriger vers quelque part où je pourrais bosser, une date ou quelque chose comme ça. Ça se passe exactement de la même manière. Ça démarre d'un sentiment qui est naturel, qui est l'intérêt, un franc intérêt, et pas un intérêt de justement. Évidemment que les gens comprendront qu'un artiste qui est là pour performer, pour essayer de faire de l'argent, pour essayer de vivre de sa passion, de ce qu'il fait, et d'essayer surtout de partager son art. Mais il y a, sans faire de mauvais jeu de mots, l'art et la manière de le faire aussi. Il y a aussi le respect pour les choses, parce qu'on arrive dans un nouvel univers qu'on ne connaît pas, qu'on doit maîtriser, même si jamais c'est quelque chose qui évolue tous les jours, ça reste maîtrisable, on peut en comprendre les codes et les contextes. À respecter aussi, parce que c'est quelque chose qu'il faut respecter. On peut pas. C'est un monde qui est bâti par les humains pour les humains, avec son lot de défauts et de qualités. Il y a des choses à comprendre. Et une fois que tout ça s'est fait, théoriquement, ça roule en fait. Il y a eu plein d'artistes qui sont arrivés aujourd'hui, qui commencent à s'exprimer un peu partout, que ce soit sur Decentraland ou d'autres plateformes, juste parce qu'ils présentent de l'intérêt et que ça les fait honnêtement kiffer. C'est-à-dire que moi, quand je suis en live devant des gens et que j'ai mon écran en face de moi, mais que c'est blindé de personnes partout dans le monde et que ces personnes-là sont en train de s'exprimer avec des emotes où ils sont en train de danser comme des oufs ou avec des wearables où ils vont montrer leur amour par rapport à ça ou dans le chat parce qu'ils vont polluer le chat et que moi, je ne vais rien pouvoir voir avec mon masque, mais je vois juste que c'est la folie, c'est un transfert d'énergie. Et ça, je te l'avais déjà dit justement dans la première interview qu'on avait faite à l'époque, Magali. Ce transfert d'énergie, il est on ne peut plus réel et plus les moyens technologiques se créent et évoluent. Par exemple, quand on s'est parlé, les emotes, ça n'existait pas. On avait juste une roue avec 10 emotes qu'on pouvait faire, 10 danses différentes.
Là, il y a plus de, je sais pas, 1000 ou 2000 emotes. Tu peux faire du twerk, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton emoji. Tu l'achètes avec du mana, mais je te donne une image forte, par exemple, dedans, ce qu'il peut y avoir, tu vois, mais tu peux vraiment faire absolument de tout pour représenter l'artiste que tu vas aimer et adorer. Si tu as envie de sauter, si tu as envie de faire le signe rock and roll avec tes doigts, tu peux le faire. Tu peux faire absolument tout. Et ce genre d'interaction-là, encore une fois, c'est juste l'outil technologique qui change, mais le soutien, l'énergie derrière, c'est la même. C'est une énergie de support. Et ça, tu trouves la même chose en festival, tu trouves la même chose en club, tu trouves la même chose sur les réseaux sociaux. À chaque fois, il y a du soutien humain. C'est juste l'outil technique qui change, mais il y a quand même ce transfert-là. Et le métaverse tend à digitaliser l'entertainment comme jamais on l'a fait, par justement affaiblir cette barrière entre la réalité et le virtuel, en proposant des expériences justement dans un autre contexte que si quelqu'un se déplace ou justement va à un endroit pour le voir, tu vois. Oui, voire même jusqu'à pouvoir proposer la même chose, que ce soit pour le réel ou pour le virtuel. C'est Du ça. coup, c'est là que c'est très intéressant. On aurait pu imaginer, si je reprends le concert de Paris.com, que nous y étions en réel et puis qu'une autre partie de l'équipe le regardait dans le métaverse. Bien sûr, bien sûr. Si jamais tu as des gens qui sont en vacances mais qui veulent quand même profiter de l'ambiance ou un truc comme ça, ils peuvent. Et du coup, l'expérience est la même et elle est partagée de deux manières différentes, si tu veux. C'est là que je trouve que c'est assez fort, puisque du coup, tu ouvres ton champ d'utilisateur. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup d'arguments sur ça. Combien de fois, par exemple, on a loupé des events par rapport à des events, des rendez-vous, des choses qui auraient pu être importantes ou distinctives pour notre vie à cause de la fatigue, à cause du fait qu'on était surmené, qu'on avait qu'une envie, c'était de rentrer chez soi, de se foutre dans son canapé et de terminer sa journée tranquillement. Et aujourd'hui, ce genre de technologie-là peut ne pas te faire louper ces events. Si, par exemple, à un moment donné, il se passe quelque chose de super important pour un artiste que tu adores, tu ne le louperas plus à cause d'autres problèmes qui pourraient intervenir dans ta vie qui sont parfaitement normaux. Tu pourras y assister parce que tu seras équipé pour. Tu auras soit un casque, soit un ordinateur, soit j'espère bientôt des hologrammes et des choses comme ça, tu vois. Mais tu pourras en tout cas, genre, participer à cette chose-là. Si demain il y a une convention super importante ou une enfant que tu ne veux absolument pas louper, j'espère, je tends à croire que ça sera démocratisé jusqu'au point où ça pourrait être diffusé et ça pourrait être justement consommé par ces gens-là. Quand tu es un établissement de nuit aujourd'hui, rien ne t'empêche dans un futur proche, te préparer à avoir la duplication de ton club dans un des métaverses qui peuvent exister et de proposer cette expérience en payant. Tu as des gens qui ne connaîtront jamais ton club. Ton club aujourd'hui, il va avoir une capacité de 500, de 1000 personnes. Qu'est-ce qui va t'empêcher de créer un club dans un espace virtuel avec des serveurs dédiés, etc., machin, pour pouvoir avoir 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes qui, dans tous les cas de figure, par A plus B, parce qu'ils sont à l'autre bout de la planète et qui viendront jamais en vacances vers chez toi, ne connaîtront jamais ton club. Quand les gens vont comprendre vraiment l'utilité de ce genre de choses-là, la nuit, quand je dis la nuit, c'est le monde entier de la nuit, va théoriquement s'y intéresser, la restauration s'y intéressera, l'hôtellerie s'y intéressera, c'est quelque chose qui va, à mon avis, vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que aujourd'hui, je ne suis pas inquiet. Je vois ça comme une trêve hivernale, tu sais. Encore une fois, je ne suis pas inquiet de cette baisse. Il y a une baisse. Ça serait se masquer les choses, de ne pas le voir et de ne pas se le dire. Mais c'est comme il y a pu avoir une baisse à l'époque où le téléphone, c'était pas encore un truc de ouf et où les gens se posaient peut-être comme nous maintenant entre eux la question de se dire est-ce que les gens vont vraiment tous se servir du téléphone portable? Et puis aujourd'hui, tu nous vois tous complètement liés à ça ou aux réseaux sociaux. C'est quand tu vois l'utilité de la chose et quand tu vois justement que les convaincus le consomment de manière quotidienne parce qu'ils adorent ça, personne ne les force. Comme moi, par exemple, ou d'autres personnes à plein d'échelles, artistes ou non, c'est vraiment des signes de c'est qu'une question de temps. Et quand tu vois comment va le monde aujourd'hui, je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des personnes qui ont autre chose à penser, autre chose à s'intéresser, autre chose sur laquelle s'investir. Je ne parle pas financièrement, mais s'investir en termes de connaissances, d'apprentissage. Il y a bien d'autres trucs en ce moment qui vont bien, qui vont moins bien, qui font que l'attention doit être ailleurs. C'est chaque chose en son temps, encore une fois, et je pense que c'est quelque chose qui va se démocratiser au fur et à mesure avec les grosses initiatives qu'il va pouvoir y avoir, tu vois. Et j'aimerais bien savoir sur la rémunération. Moi, j'avais adoré au tout début des NFT la commission pour un artiste qui pouvait avoir sur le marché secondaire, mais à partir de la deuxième, troisième vente. Et du coup,
j'aimais bien cet esprit. Et du coup, comment ça marche sur Decentraland et comment ça marche en fait pour créer son salon pour un nouveau DJ et pour qu'il puisse récupérer un peu de mana, je suppose, s'il diffuse de la musique? Alors, ça marche pas exactement comme ça aujourd'hui parce qu'il n'y a pas forcément de cadre légal par rapport à ça. Moi, par exemple, D'accord. mes performances sont payées dans le cadre de mon auto-entreprise, comme j'ai toujours fait depuis 10 ans, depuis comme tous les trois quarts des DJ font en France aujourd'hui. Mes performances sont payées en fiat. Il n'y a pas de paiement en soi qui vont être en mode crypto-monnaie parce qu'il n'y a pas encore de cadre vraiment défini par rapport à ça, sur des paiements de travail vraiment par rapport à ça, de performance. Donc, dans l'attente qu'ils sortent Mika, qui voient vraiment où ils vont aller, ce genre de revenus-là, par rapport à ma profession, je préfère qu'ils restent dans le monde réel. Les revenus qui peuvent y avoir en crypto aujourd'hui ne sont pas des revenus qui peuvent être comptabilisés dans le sens où, quand je vais faire une vente en mana, par exemple, d'un de mes wearables, bah, ces manas-là, je vais les réinvestir dans l'écosystème qui est beaucoup trop aujourd'hui fragile pour pouvoir se dire que tu vas faire des revenus là-dessus et tu vas plus supporter d'autres créateurs et réinvestir là-dedans. Par rapport à ça, maintenant, demain, ton concept te plaît, il n'y a rien qui va empêcher qu'une marque va pouvoir, par exemple, te contacter et te dire, bah voilà, j'aimerais que tu joues pour ma soirée parce que je vais faire ça ici. Qu'une marque qui est implantée dans Decentraland pourrait te proposer une sorte de résidence, par exemple, et te dire, tu viens jouer tous les mois, tous les 2 mois, ou quelque chose comme ça. Ça commence à arriver. Il faut plus de personnes, forcément, qui viennent consommer une plateforme comme Decentraland pour que ça continue et que ça soit économiquement viable. Mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a des aujourd'hui, parce que je parle de mon cas de figure, le cas de figure d'un Français ou d'un Européen, mais il y a aussi des personnes qui sont aux États-Unis, où aux États-Unis, les wearables, par exemple, et les NFT, ce sont des choses qui sont déjà apparemment déclarées dans la loi là-bas, où eux, on a des vrais wearable créateurs qui peuvent déclarer du coup leur wearable comme quelque chose qui se déclare, et peuvent, parce que ce sont des wearable creators, ce sont des créateurs de vêtements justement digitaux, peuvent vivre de leur revenu parce qu'ils font que ça. Ils créent des wearables, ils les vendent, ils sont connus pour ça. C'est leur marque de fabrique, comme moi, c'est la performance, le fait d'être DJ, si tu veux. Mais, euh, mais je ne vais pas aujourd'hui, quand je vais faire une soirée, par exemple, moi, dans mon salon, c'est complètement gratuit. Je ne prends aucun argent à développer d'autres artistes. Quand on fait une sortie de wearable, c'est généralement pour ma communauté, pour mon projet de ma collection de musique NFT, dont je vais te parler un petit peu aussi après, qui est les BOTV Skull. Ça a été vraiment le gros travail qu'on a fait, nous, là, ces derniers 6 mois. Donc, moi, aujourd'hui, quand je vais sortir des wearables, cette valeur-là, je vais la garder pour les détenteurs de mes NFT qui pourront redeem justement ces wearables-là grâce au Buffa token qu'on a créé, qu'ils ont tous les jours, qui est un token qui n'a pas de valeur financière, mais qui est juste utilisé comme monnaie d'échange sur ma plateforme et qui peut servir pour avoir des musiques NFT que je sors, il y en a 2 fois par mois, des wearables une fois tous les 2 mois, et c'est des choses qui ne sont pas mises à la vente. C'est-à-dire que tu ne peux vraiment l'avoir que de cette manière qui est super exclusive. Euh, Quand on sort une assiette de spaghettis, comme je te parlais tout à l'heure, c'est plus un cadeau pour agrémenter la soirée, en faire un succès et surtout avoir des proof of concept, en fait. De pouvoir dire aujourd'hui, C'est moi, depuis 2 ans, je fais que avec la plus grosse humilité et et toute proportion gardée, parce qu'on parle entre 40, 50, 100, 200 personnes, mais je fais que de cartonner dans mes events parce qu'ils sont toujours remplis, parce qu'aujourd'hui, j'ai la proof of concept que ça fonctionne, qu'il y a de l'utilité et que derrière, forcément, on peut faire énormément de choses avec ça. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est cette grossière, peut-être image d'enchaîner les médailles, mais ces médailles-là, elles prouvent qu'il y a quelque chose de réel derrière, qu'il y a des gens qui participent à des événements, qui participent à des choses qui sont bel et bien concrètes et qui pourraient devenir le futur, ou en tout cas se mettre à côté de bien des choses dans notre vie, comme les réseaux sociaux l'ont fait, comme le téléphone l'a fait, l'ordinateur l'a fait, et bien d'autres avancées technologiques, on va dire. C'est fou. Moi, une question un petit peu. Alors, pareil, je pense avoir la réponse, mais est-ce que tu te produis dans d'autres métaverses? Ouais, j'ai fait l'année dernière, là, le tout premier différent de Decentraland était Bunnyverse. C'était des gars qui avaient développé ça sur Elrond Network, qui s'appelle, je crois, maintenant Multiverse X, qui a changé. Mais du coup, c'était une expérience qui était incroyable parce que, pareil, c'était à peu près entre 1000 et 1500 personnes, si je ne dis pas de bêtises.
Ils avaient aussi créé des items virtuels. Ils avaient créé un masque Buffalo en 3D qu'ils avaient adapté justement à leur métaverse. Et Bunnyverse, du coup, forcément, avait un délire avec les lapins. Donc, c'était plein de petits lapins. C'était un monde de plein de petits lapins qui étaient là. Et c'était surtout une très, très grosse communauté française. Donc, ça faisait vraiment plaisir de pouvoir avoir une aussi grosse appétence française à hauteur quand même de 1000 personnes. C'est pas rien de pouvoir réunir 1000 Français qui vont être intéressés par ça. Ça, c'était l'année dernière et j'ai eu la chance de faire également Spatial, Hyperfy et OnCyber depuis le début de l'année. Donc, qui sont des métaverses qui fonctionnent plus avec Unreal Engine et ce genre de graphisme-là et qui ont aussi pas mal d'atouts dans leur manche en termes d'interopérabilité parce qu'ils se servent du fichier VRM. Le fichier VRM, tu peux l'avoir dans une dizaine de métaverses aujourd'hui et ça tend à se développer. Decentraland a aussi sorti là une mise à jour où toute tenue que tu fais avec n'importe quel wearable en un clic, tu peux l'exporter au format VRM. Ça veut dire que vraiment ton identité digitale, elle peut commencer par Decentraland et s'exporter absolument partout derrière. Donc, tu as quand même et c'est ça qui est super cool, c'est que tu as une collaboration entre ces différents métaverses-là pour que les gens se sentent chez eux partout, que quand il y a un event sur OnCyber, la communauté de Decentraland y accède. Quand il y a des events sur Decentraland, la communauté de OnCyber et des autres y accèdent. Et qu'en fait, on parle juste du métaverse et non plus trop de plateformes. Les plateformes, c'est comme si je te disais Paris, et après, tu vas avoir la station Strasbourg-Saint-Denis, tu vas avoir la station de métro Vincennes. Je vois ces plateformes, en fait, comme juste des espaces qui font partie d'un microcosme beaucoup plus grand, en fait. Tu vas avoir des personnes qui vont pouvoir, pour X ou Y raison, construire que sur Hyperfy ou que sur OnCyber parce qu'ils vont avoir une galerie gratuite et que OnCyber a fait une mise à jour où ils peuvent gratuitement, tu peux dispenser des events gratuitement si tu as un serveur ou un truc comme ça, ou juste une chaîne YouTube par exemple. Donc, en fonction des besoins, des moyens et du level de connaissance de chacun, la seule finalité, en fait, c'est le métaverse. C'est cet espace digitalisé où tu peux rencontrer d'autres personnes, assister à une multitude d'events et avoir quand même une sacrée dose de fun, on va pas se mentir, parce qu'on se tape quand même de sacrés barres avec toute cette communauté depuis 2 ans maintenant. On a quand même entre franches discussions et vrais moments de fun, comme tu peux avoir avec une communauté online aujourd'hui. C'est vraiment le cas de figure. Et c'est incroyable de pouvoir vivre ça en tant qu'artiste, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est les premiers à vivre ça à ce point-là, d'avoir autant de choses qu'on peut développer pour ces gens-là. La collection de musique NFT dont je voulais vous parler rapidement, c'est au final quelque chose qui est central à toute cette aventure du métaverse, parce que c'est fort de 2 ans à analyser justement ce marché des NFT, des musiques NFT, et d'essayer de comprendre ce qui pourrait être le mieux pour la communauté. Et le mieux pour la communauté en plein bear market, c'était d'aller chercher les personnes un à un et de leur expliquer ce qu'était le concept un à un et de les mettre au centre du projet, c'est-à-dire rediriger la valeur vers eux. On est parti du principe où on voulait faire une collection de musique NFT, où dans cette collection de musique NFT, j'allais insérer 10 sons que j'ai faits, qui étaient représentatifs de futuristique western sur absolument toutes ces couleurs, et que cette collection, on allait en faire 1000 NFT, un petit hommage par exemple, merci beaucoup pour le partage, c'est ça. On allait en faire 1000 NFT, tu peux cliquer sur See Collection on OpenSea si vous voulez voir les visuels un petit peu qui sont déjà sortis sur OpenSea. Et cette collection, en fait, c'est donc 1000 crânes, il y en a 130 qui sont mintés pour l'instant, qui te confèrent énormément d'avantages et bénéfices qui sont bien entendu liés au délire futuristique western et à l'aventure qu'on essaie de proposer à notre communauté depuis 2 ans maintenant. Le design a été réalisé par un artiste français qui s'appelle Pierre Porchereau, qui a donc designé ces skulls avec des traits de rareté différents. On s'est basé sur le matériel, on a voulu la jouer vraiment, de rendre aussi cet hommage à la culture Far West et un peu travail des métaux, etc., ruer vers l'or et tout ce qui pouvait, on va dire, entourer ces thématiques-là. Et plus ton skull est, on va dire, de matériaux luxueux, comme l'or, le cristal, ce genre de choses, plus il est rare et plus il te rapporte des Buffa tokens par jour. Là, par exemple, le Skull 122 avec les crânes en cristal rapporte au moins 50 Buffa de plus que le crâne d'à côté, où il a les cornes juste en or. Et on a essayé de veiller à ça pour mettre en place un système un peu cool, pour que déjà ceux qui ont les rares soient
plus récompensés, et ceux qui ont aussi plus de skulls soient plus récompensés. Tu peux en avoir que 10 par wallet. Ah, c'est bien. Et ouais, histoire de pouvoir garder, tu vois, genre, on va dire une équité sur ça, et quelque chose de plutôt fair, honnête. Et donc, du coup, tous les jours, sur le site buffalomusic.com, quand tu as ce token-là, quand tu as ce NFT, tu reçois des Buffa tokens, donc de la crypto-monnaie Buffa, qui n'a pas de valeur financière, dont tu peux te servir si tu cliques sur Skull Room et ensuite dans Marketplace pour Skull Room et Buffalo Marketplace, c'est ça. Ici, tu vas voir, il y a un paquet d'items que tu peux avoir grâce au Buffa token. Et c'est pas des items, comment dire, c'est vraiment des items qu'on a voulu travailler jusqu'au bout. Les musiques NFT que tu vois là, c'est quelque chose que personne ne fait pour l'instant, puisque c'est quelque chose qu'on a travaillé en initiative collaborée avec la SACEM. On a été rencontrer la SACEM à Paris pour voir avec eux comment on pouvait arriver à proposer à notre communauté des droits commerciaux sur les musiques NFT qu'on sortait, sur la musique que je pouvais composer. Et tous les musiques NFT que vous voyez ici viennent avec une licence qui vous permettent, une licence écrite, un contrat, qui vous permettent de savoir ce que vous pouvez faire et pas faire avec ce son. Si par exemple vous êtes un YouTuber, vous pouvez, grâce à ces musiques-là, ne pas être assujetti au copyright claim, au strike, au fait que votre vidéo va être supprimée parce que ça reprend les droits de quelqu'un d'autre. Les droits commerciaux vous appartiennent, vous avez une licence, vous avez un NFT. Sur ce NFT, dans les métadatas, il y a le code de la musique et du dépôt de ce son-là qui a été fait à la SACEM, qui permet aussi une traçabilité dans le côté, on va dire, réel pour les équipes de la SACEM pour voir un petit peu les cas d'utilité de ce son-là. Où est-ce qu'il est utilisé? Est-ce qu'il est ressorti? Est-ce qu'un rappeur l'a réutilisé pour le ressortir en tant qu'instrumental? Ce genre de choses. Et tout simplement, les droits qui peuvent provenir de l'utilisation commerciale de ce titre, par exemple, le rappeur, il le sort sur Spotify, l'argent sur Spotify va pour lui. Les droits d'auteur, en revanche, me reviendront parce que je reste celui qui est le producteur de ce titre-là, mais ils ont une licence d'utilisation commerciale sur absolument toutes ces choses-là. Ils peuvent s'en servir pour tout type de création de contenu vidéo, ou presque, bien sûr, tout ce qui promote la haine, le racisme et toutes ces conneries qu'on déteste. Ça, forcément, c'est écrit dans le contrat qu'ils n'ont pas le droit de le faire et qu'ils s'exposent à des poursuites. Mais le but du jeu, c'était de pouvoir donner du pouvoir à la communauté et de leur dire, à la communauté, de leur dire, c'est pas simplement des musiques NFT ou un cool artwork avec une cool musique que vous pouvez écouter autant que vous voulez sur OpenSea. Vous pouvez la télécharger sur le site. Là, vous le voyez, vous le voyez pas par exemple parce que vous n'avez pas de Skull et que vous n'êtes pas connecté côté Polygon. Mais si vous aviez un Skull et que vous étiez connecté côté Polygon, à la place de Connect Wallet, tu as un petit carré avec la licence, le téléchargement du son et l'artwork pour pouvoir récupérer absolument tout. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort qu'on voulait apporter aux gens pour pouvoir leur donner du pouvoir par rapport à ça. C'est un peu cette idée du mon succès, votre succès. Si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous aussi. Et on peut faire beaucoup de choses ensemble. J'en sors 2 comme ça par mois. Donc là, on en est déjà à 8 depuis que ce beau projet a vu le jour au mois de mars. Et en plus de ça, comme tu le montrais tout à l'heure quand tu scrollais, on sort aussi des wearables qui sont exclusifs, que les gens peuvent acheter avec ces tokens et qui peuvent porter après dans Decentraland et exporter dans n'importe quel autre métaverse. C'est impressionnant tout le travail qui a été fait, en tout cas en amont. Ouais, moi aussi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup parlé là. Non, mais tout le travail du site, en passant par les wearables, en passant par les musiques, en passant par les démarches que tu as dû faire pour que ça se mette en place, etc. Ça, voilà, je ne sais pas combien de travail ça représente, c'est assez vertigineux. Ouais, j'ai énormément de taf derrière ton projet, disons. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. J'ai la chance d'avoir une belle équipe qui m'aide beaucoup et qui croit énormément en la réussite de ce projet. Des gens Pierre Porchereau, par exemple, comme je le disais, qui a designé toute la collection. DreamZ, qui a géré tout le site web. Anthony, qui a, lui, géré toute la partie smart contract. Birwa, qui, lui, est le Discord CM, donc va nous aider sur le Discord. Et Pans, qui est le manager, on va dire, plus réel du projet, qui va m'aider dans les décisions que je vais pouvoir prendre et dans tout ça. Mais on a la chance d'avoir une équipe, une bande de potes qui croient réellement en l'humble produit que j'ai pu créer il y a 5 ans maintenant. Et tout ce que vous voyez là aujourd'hui n'aurait bien sûr pas pu être possible sans eux.
Et j'ai oublié bien sûr de mentionner Clamy et Mitchy Todd, qui sont des wearable designers qui sont déjà bien connus dans Decentraland et avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler, avec qui je conçois majoritairement tous les items qu'on crée justement Oui, pour... parce qu'il y a un gros travail derrière, en vrai, pour faire tous ces items-là, et pour avoir votre charte. En tout cas, j'aime bien parce que depuis le début que je te regarde, ça n'a jamais changé. C'est toujours le même, c'est toujours le même Buffalo. Et du coup, j'apprécie vraiment. C'est très carré. Et c'est pour ça que j'aime bien, en fait. C'est Merci tout. beaucoup. Merci beaucoup. On y veille, alors c'est sûr, hein, on n'a pas fait un sold out dès le premier jour, comme en plein bear market, mais en même temps, on la joue loyale, on la joue slow, c'est sûr, on la joue avec nos moyens, avec ce qu'on peut faire, mais on la joue avec honnêteté et on est content aujourd'hui d'avoir trouvé cette communauté de personnes qui est vraiment avec nous, qui nous accompagne vraiment dans ce qu'on propose. Ce token aujourd'hui, c'est quelque chose qui est évolutif parce que si jamais vous l'avez, vous pouvez avoir aussi accès au backstage ou au moins à une rencontre ensemble dans la vie réelle si jamais je passe près de chez vous en tournée. On est en train de développer aussi dans le salon une section VIP où seulement les détenteurs des BOTV Skull auront accès. Donc, on veut toujours apporter ce bridge où quand il y a une idée d'un côté, on essaie de la reproduire de l'autre. Tous les wearables que vous êtes en train de voir là, on est en train de travailler petit à petit sur une expérience digitale pour arriver à justement recréer ces wearables dans la réalité et avoir justement une méthode pour que les holders de mes NFT puissent acquérir ces vêtements-là, ces vrais vêtements-là. Donc ça va demander du travail, parce que comme vous avez vu, il y a des bras un peu mécaniques et des trucs comme ça, mais il n'y a rien qui nous bloque en fait, et c'est super excitant de pouvoir se dire qu'on va continuer à avancer là-dedans et qu'on a une communauté qui nous soutient pour le faire. Est-ce que tu as quelques dates ou est-ce que des events où tu y seras à partir de août, septembre, fin août, septembre? Bien Où sûr, est-ce que- j'ai publié le visuel aujourd'hui justement pour l'update de cet été. Là, je vais être toujours pareil toujours sur la même note que depuis juin et juillet. Ça bouge beaucoup des deux côtés. Là, par exemple, le 3, je fais mon premier concert pour les BOTV Holders dans le salon. Le 6, on fait un AMA, un Ask Me Anything sur Twitter Space et aussi au salon où tout le monde peut venir nous poser des questions, discuter du projet, de comment ça se passe, d'une soirée qui est passée, des souvenirs. C'est en général une discussion qui dure 1 heure et demie. Après, il faut juste que je te demande une petite seconde que je reprenne le planning. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 8, après, je fais une gaming night où là, c'est plus de la détente avec la communauté, à jouer avec eux, à des jeux comme Fortnite, Warzone, ce genre de trucs. Le 10, on a la Western Spaghetti où au salon, on refait la même chose. On display un film de cowboy de 1 heure, 1 heure 30 pour la commu. Le 11, je joue pour Decentral Game. Le 12, je joue à Montpellier pour la Croix-Rouge pour un charity event. Le 15, on sort justement un musique NFT pour les BOTV holders. Le 16, je performe pour VIP, qui est une collection de NFT interopérables qui est vraiment, vraiment impressionnante. Le 17, le 18, le 20, le 23, le 28, le 30, il y aura des events. D'autres artistes aussi qui jouent au saloon. J'ai notamment un mec qui s'appelle Jet Black, qui est un guitariste de Nashville, qui fait un son vraiment fantastique et qui fait une date par mois au saloon. Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de beaux events pour le mois d'août. D'accord, on publiera ça, on mettra quelques liens en dessous, la vidéo. C'est vraiment impressionnant Et de discuter avec toi. tu as une actualité prévue pour la rentrée? Promis, ce sera la dernière question. C'est vrai qu'on a posé beaucoup de questions. Oh, t'inquiète, c'est grave cool. Ça fait toujours plaisir de toute façon de passer du time avec vous. Yes, là on a une très très belle nouvelle forcément qui est un peu le fruit de tout ça et qui va être un peu le moment décisif pour nous. On va faire nos premiers pas aux États-Unis du 2 au 16 octobre avec mon équipe où on va avoir la chance de pouvoir visiter la Floride et la Californie pour 2 semaines, une semaine chacune. Et du coup avoir l'extrême chance de pouvoir rencontrer notre communauté de l'autre côté de l'océan et de pouvoir justement voir avec eux ce qui est possible de faire et de pouvoir vraiment encore plus créer des liens et de renforcer les liens qui ont déjà été créés au préalable avec eux. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup, c'est cool. Eh ben, merci Buffalo, et puis à bientôt sur notre chaîne. Bah écoutez, merci à vous pour l'invitation encore et puis à bientôt avec plaisir.